400 milliards d'étoiles brûlent dans notre galaxie en ce moment même. Certaines d'entre elles sont si anciennes qu'elles illuminaient déjà le vide cosmique bien avant que la Terre ne soit même un nuage de poussière en train de s'agglomérer autour d'une étoile naissante. Des milliards d'années avant nous, des milliards d'années pendant lesquelles des planètes rocheuses auraient pu se former dans des zones où l'eau coule à l'état liquide, où la chimie se complexifie, où la vie aurait pu émerger, se développer, évoluer, construire, rêver et traverser les étoiles. L'univers a eu 13 milliards 800 millions d'années pour produire de la vie, de l'intelligence, des civilisations capables de franchir le gouffre interstellaire. Les chiffres sont formels. La galaxie devrait grouiller de présence. Les signaux radio devraient saturer chaque fréquence. Des sondes auraient dû visiter chaque système stellaire, y compris le nôtre, il y a des millions d'années. Mais quand nous braquons nos télescopes vers le ciel et que nous écoutons, nous n'entendons rien. Le silence. Un silence absolu, total, assourdissant dans son immensité. En 1950, lors d'un déjeuner ordinaire dans un laboratoire du Nouveau-Mexique, un physicien posa une question qui hante encore la science aujourd'hui. Où sont-ils tous ? La réponse pourrait bien être l'idée la plus terrifiante que l'humanité ait jamais eu à affronter. Et c'est cette réponse, ou plutôt cet ensemble de réponses possibles, chacune plus troublante que la précédente, que nous allons explorer ensemble jusqu'au bout. Parce que derrière cette question apparemment simple, se cache un abîme de possibilités qui touche à la nature même de la vie, de l'intelligence et de la survie des civilisations dans un cosmos indifférent. Si cette exploration vous captive autant qu'elle nous passionne, un simple like et un abonnement compteraient énormément pour nous et nous vous en serions sincèrement reconnaissants. C'était un jour d'été comme un autre au laboratoire de Los Alamos. Le soleil tapait sur les mesas désertiques du Nouveau-Mexique. Un groupe de physiciens marchait vers la cafétéria de l'installation où, 5 ans plus tôt, ils avaient contribué à construire l'arme la plus destructrice de l'histoire humaine. La conversation était légère. Quelqu'un avait évoqué un dessin humoristique récent montrant des extraterrestres en train de voler des poubelles municipales dans les rues de New York. Les physiciens avaient ri. La discussion avait dérivé vers les rapports d'observation de phénomènes aériens non identifiés qui remplissaient les journaux cette année-là. Ils plaisantaient, échangeaient des théories, puis passèrent à autre chose. Et puis, au milieu du repas, sans préambule particulier ni pause dramatique, l'un des plus grands esprits scientifiques du XXe siècle posa sa fourchette et prononça une question qui allait hanter la science pendant les 75 années suivantes. Où sont-ils tous ? Ses collègues rirent d'abord parce que la question sonnait comme une plaisanterie, presque comme une chute. Mais il ne plaisantait pas. Il avait fait tourner des chiffres dans sa tête pendant la marche vers la cafétéria. C'était un homme capable d'estimer la puissance d'une explosion nucléaire en lâchant des morceaux de papier dans l'onde de choc. Un calculateur intuitif d'une capacité presque surhumaine. Et les chiffres qu'il avait en tête lui disaient là quelque chose de profondément étrange. Étant donné l'âge de la galaxie, le nombre d'étoiles qu'elle contenait et la probabilité que des planètes se forment autour de ces étoiles, des civilisations intelligentes auraient dû avoir largement le temps de naître, de développer une technologie et de se répandre à travers la Voie lactée. Pas une fois, pas 2 fois, des milliers de fois. La galaxie devrait être saturée de preuves d'intelligence. Des signaux devraient être partout. Des sondes auraient dû atteindre chaque recoin de chaque système stellaire. Et pourtant, quand l'humanité regardait vers l'extérieur, elle ne trouvait rien. Pas de signaux, pas de sondes, pas de structure. Aucune preuve d'aucune sorte que quiconque d'autre ait jamais existé. La probabilité disait qu'il devrait être là. La réalité disait qu'il n'y était pas. Quelque chose dans nos hypothèses devait être faux. Cette contradiction devint connue sous le nom de paradoxe de Fermi, et elle reste l'un des problèmes non résolus
les plus troublants de la science. Non pas parce qu'il est techniquement complexe, les mathématiques sont relativement simples, mais parce que chaque tentative de le résoudre mène à des conclusions qui sont soit profondément étranges, soit profondément inquiétantes. Pour comprendre pourquoi, il faut voir les chiffres avec lesquels ce physicien travaillait. Et ces chiffres commencent avec la galaxie elle-même. La Voie lactée est immense, au-delà de toute échelle que l'esprit humain a évolué pour traiter. Elle contient environ 400 milliards d'étoiles. Si vous commenciez à compter ces étoiles au rythme d'une par seconde, il vous faudrait plus de 12 000 ans pour finir. Vous auriez commencé à compter avant l'invention de l'agriculture et vous n'auriez toujours pas terminé aujourd'hui. Ces 400 milliards d'étoiles sont réparties à travers un disque d'environ 100 000 années-lumière de diamètre, tournant lentement autour d'un centre de gravité commun. Notre Soleil se trouve à environ 26 000 années-lumière du cœur galactique, niché dans l'un des bras spiraux de la galaxie. Mais voici le détail qui donne au paradoxe toute sa morsure. Notre Soleil n'est pas particulièrement ancien. Il s'est formé il y a environ 4 milliards 600 millions d'années à partir d'un nuage de gaz et de poussière en train de s'effondrer. Cela semble ancien selon les standards humains, mais à l'échelle galactique, cela fait de notre système solaire un nouveau venu. La Voie lactée elle-même a commencé à se former il y a environ 13 milliards 600 millions d'années. Les plus anciennes étoiles de notre galaxie brûlent depuis plus de 13 milliards d'années. Cela signifie que des milliards d'étoiles dans notre galaxie avaient une avance de 5, 6, 7, voire 8 milliards d'années sur notre Soleil. Laissez cela infuser un moment. Des milliards d'années ne sont pas une erreur d'arrondi. C'est une étendue de temps presque incompréhensible. La vie sur Terre est passée d'organismes unicellulaires à une espèce capable de fissionner des atomes et de se poser sur la Lune en environ 4 milliards d'années. Une civilisation qui aurait démarré autour d'une étoile plus ancienne, même une qui aurait évolué au même rythme paresseux que la vie sur Terre, aurait pu atteindre sa maturité technologique des milliards d'années avant que le premier microbe n'apparaisse dans les océans terrestres. Et les étoiles capables d'abriter des planètes habitables ne sont pas rares. Elles sont étonnamment communes. Le télescope spatial Kepler, qui a fonctionné de 2009 à 2018, a étudié plus de 150 000 étoiles et a découvert que les planètes sont partout. Pas seulement des géantes gazeuses orbitant près de leur étoile parente, mais des mondes rocheux de la taille de la Terre situés dans la zone habitable. Cette région orbitale où les températures permettent à l'eau liquide d'exister à la surface d'une planète. Les données de Kepler suggèrent qu'environ une étoile semblable au Soleil sur 5 abrite au moins une planète rocheuse dans sa zone habitable. Appliquez ce ratio à la population d'étoiles de la Voie lactée et vous obtenez environ 11 milliards de mondes rocheux, potentiellement habitables de la taille de la Terre dans notre seule galaxie. Incluez les planètes autour des naines rouges, bien plus nombreuses, et le chiffre grimpe à des dizaines de milliards. Les matières premières de la vie ne sont pas non plus confinées à la Terre. Les astronomes ont détecté des molécules organiques complexes dans les nuages de gaz interstellaires, dans les queues des comètes, dans les météorites qui tombent à la surface de la Terre. Les acides aminés, briques de base des protéines, se forment naturellement dans l'espace. L'eau est l'une des molécules les plus communes de l'univers. Les ingrédients chimiques nécessaires à la biologie ne sont ni rares ni spéciaux. Ils sont dispersés à travers la galaxie, comme des graines soufflées à travers un champ. Voici donc le fondement du paradoxe. La galaxie est ancienne. Les planètes habitables sont abondantes. La chimie de la vie est banale. Le temps disponible pour l'évolution est immense. Chaque facteur que nous pouvons mesurer suggère que la Voie lactée aurait dû produire des civilisations intelligentes bien avant la naissance de notre Soleil. Et pourtant, nous ne voyons rien.
En 1961, 11 ans après ce déjeuner fatidique, un astronome tenta de formaliser ce problème. Il organisait la première conférence scientifique sur la recherche d'intelligence extraterrestre dans un observatoire de Virginie occidentale. Il avait besoin d'un cadre pour structurer la discussion. Alors, il écrivit une équation au tableau noir. Elle n'était pas conçue pour produire une réponse unique et définitive. Elle était conçue pour organiser la question, pour décomposer le problème de l'intelligence extraterrestre en facteurs individuels pouvant être discutés et estimés un par un. L'équation multiplie 7 variables ensemble pour estimer le nombre de civilisations communicantes existant actuellement dans la Voie lactée. Chaque variable représente une étape dans la chaîne allant de la matière stellaire brute à une civilisation capable d'envoyer des signaux détectables. Le premier facteur est le taux de formation stellaire dans la galaxie. Les astronomes l'ont mesuré avec une confiance raisonnable, environ 1 à 3 nouvelles étoiles par an. Le deuxième est la fraction de ces étoiles qui forment des systèmes planétaires. Grâce aux missions spatiales, nous savons maintenant que cette fraction est élevée. La plupart des étoiles ont des planètes. Le troisième est le nombre moyen de planètes par système susceptible de soutenir la vie. Le quatrième est la fraction de ces planètes où la vie apparaît effectivement. C'est ici que la certitude commence à s'effondrer. Nous avons exactement un point de données, la Terre. Le cinquième est la fraction des planètes abritant la vie où cette vie évolue vers l'intelligence. Encore une fois, un seul exemple. La vie a existé sur Terre pendant environ 3,5 milliards d'années avant que quoi que ce soit ressemblant à l'intelligence humaine n'apparaisse. Des centaines de millions d'espèces ont existé. Une seule a développé la technologie. Le sixième est la fraction des espèces intelligentes qui développent une technologie capable de produire des signaux détectables. Le septième facteur est le plus important et le plus terrifiant. C'est la durée moyenne pendant laquelle une civilisation communicante survit. Ce facteur détermine tout. Une civilisation qui diffuse des signaux pendant 10 millions d'années remplit la galaxie de sa présence. Une civilisation qui diffuse pendant 200 ans est un scintillement momentané, si bref que les chances que quelqu'un d'autre soit là pour l'entendre deviennent infinitésimales. Quand cette équation fut présentée pour la première fois, les participants à la conférence y insérèrent des valeurs optimistes et estimèrent que la galaxie pourrait contenir entre 1000 et 100 millions de civilisations communicantes. L'humeur était à l'espoir. L'univers semblait peuplé. Mais ces estimations précoces dépendaient fortement de l'optimisme concernant le dernier facteur, la durée de vie des civilisations. Si vous supposez que les civilisations durent des millions d'années, la galaxie se remplit rapidement. Si vous supposez qu'elle ne dure que quelques siècles, la galaxie se vide tout aussi vite. L'équation ne résout pas le paradoxe. Elle l'aiguise. Elle montre précisément où les incertitudes se cachent et vous force à confronter les questions auxquelles nous sommes le moins équipés pour répondre. Et la question la plus difficile ne concerne ni les étoiles, ni les planètes, ni la chimie. Elle concerne la survie. Mettons l'équation de côté un instant et considérons le paradoxe d'un point de vue purement logistique. Oublions les signaux et la communication. Pensons à l'expansion physique. En 1980, un physicien publia une expérience de pensée qui rendit le paradoxe encore plus troublant. Il argumenta qu'une civilisation n'a pas besoin de voyages supraluminiques ni d'aucune technologie exotique pour coloniser la galaxie. Elle a seulement besoin de sondes autoréplicantes. Imaginez une civilisation qui construit un seul vaisseau robotique capable de voyager vers un système stellaire voisin à même une fraction modeste de la vitesse de la lumière, disons 10%. À cette vitesse, la sonde atteint l'étoile la plus proche en environ 40 ans. À son arrivée, elle utilise les ressources locales, astéroïdes, comètes, poussières,
pour construire des copies d'elles-mêmes. Ces copies se lancent vers d'autres systèmes stellaires. Chaque nouvelle arrivée construit plus de copies. Le processus se répète. C'est la croissance exponentielle appliquée aux distances interstellaires. Et les mathématiques sont frappantes. Même en tenant compte des temps de trajet entre les étoiles et des délais de construction à chaque arrêt, une seule vague de sondes autoréplicantes pourrait visiter chaque système stellaire de la Voie lactée en environ 1 à 10 millions d'années. Cela semble long selon les standards humains. À l'échelle galactique, c'est un battement de cils. La galaxie existe depuis plus de 13 milliards d'années. 1 million d'années représente moins d'un centième de 1% de cette histoire. Cela signifie que si même une seule civilisation, n'importe où dans la Voie lactée, à n'importe quel moment des 13 milliards d'années d'histoire de la galaxie, avait développé des sondes autoréplicantes et les avait lancées, ces sondes auraient atteint chaque étoile de la galaxie aujourd'hui, y compris la nôtre. Le fait que nous n'observions aucune telle sonde, aucun artefact extraterrestre dans notre système solaire, aucune preuve de visite passée, aucune mégastructure autour d'autres étoiles, constitue un point de données si frappant qu'il ne peut pas être balayé d'un revers de main. Et c'est pire encore. L'argument ne nécessite pas de sonde autorépliquante. Il ne nécessite même pas de colonisation délibérée. Une civilisation qui se serait simplement étendue vers l'extérieur à un rythme lent et régulier, colonisant les systèmes stellaires voisins de la même manière que les navigateurs polynésiens ont sauté d'île en île à travers le Pacifique, aurait quand même rempli la galaxie en quelques millions d'années. L'intuition clé ne concerne ni la vitesse ni la technologie. Elle concerne le temps. La galaxie est si ancienne que même l'expansion la plus lente concevable l'aurait saturée plusieurs fois. Les scientifiques recherchent cette preuve depuis plus de 60 ans maintenant. La recherche d'intelligence extraterrestre a commencé en 1960 quand un astronome pointa un radiotélescope vers 2 étoiles proches et écouta. Il n'entendit rien. Depuis lors, les programmes de recherche ont scruté des millions d'étoiles à travers une large gamme de fréquences, radio et optiques. Le résultat est toujours le même. Le silence. Pas de signaux radio artificiels, pas d'impulsion laser, pas de motifs répétitifs suggérant l'intelligence. En 1977, un télescope dans l'Ohio enregistra un signal radio à bande étroite si fort et si inhabituel que l'astronome de service encercla les données et griffonna un mot d'étonnement dans la marge. Le signal dura 72 secondes. Il venait de la direction de la constellation du Sagittaire. Il portait beaucoup des caractéristiques d'une transmission artificielle. Pendant un bref instant, cela ressemblait à un contact. Mais le signal ne fut jamais détecté de nouveau. Des télescopes furent pointés vers le même endroit du ciel des centaines de fois au cours des années et décennies suivantes. Rien. Le signal ne se répéta jamais. Il reste la détection la plus tantalisante de l'histoire de la recherche et simultanément l'une de ses plus grandes frustrations. Un unique burst qui aurait pu être tout ou rien, sans moyen de faire la différence. L'effort moderne le plus ambitieux fut lancé en 2015 avec 100 millions de dollars de financement. Il utilise certains des radiotélescopes les plus puissants du monde pour surveiller le million d'étoiles les plus proches de la Terre, le plan galactique entier et les 100 galaxies les plus proches. Au milieu des années 2020, des millions de systèmes stellaires ont été examinés. Le résultat, une fois de plus, est le silence. En 2020, une équipe d'astronomes australiens publia les résultats de l'étude la plus complète de ce type jamais réalisée. En utilisant un réseau de radiotélescopes, ils observèrent plus de 10 millions de sources stellaires dans le ciel austral. 10 millions d'étoiles. 0 détection. Les astronomes ont également recherché des preuves indirectes. Si une espèce avait construit une mégastructure enveloppant une étoile pour capturer toute son énergie, elle rayonnerait de la chaleur résiduelle détectable comme une signature infrarouge. En 2015,
des scientifiques examinèrent environ 100 000 galaxies à la recherche d'un excès de rayonnement infrarouge compatible avec des civilisations à l'échelle galactique récoltant l'énergie stellaire. Ils ne trouvèrent rien d'anormal. Un relevé séparé examina 250 000 étoiles individuelles pour des signatures infrarouges suggérant des structures partielles. Encore rien. La sonde spatiale Gaïa, qui a cartographié les positions et les mouvements de près de 2 milliards d'étoiles dans notre galaxie, offre une autre fenêtre. Si des civilisations avaient construit de grandes structures artificielles ou modifié significativement leurs environnements stellaires, ces altérations pourraient apparaître comme des anomalies. Jusqu'à présent, aucune n'a été identifiée. Même notre propre système solaire a été examiné. Si des sondes autoréplicantes avaient visité notre système à n'importe quel moment au cours des derniers milliards d'années, elles auraient pu laisser des artefacts sur la Lune, sur des astéroïdes ou dans des positions orbitales stables. Les recherches n'ont rien trouvé d'artificiel. La surface lunaire préserve un registre s'étendant sur des milliards d'années, essentiellement un registre fossile de tout ce qui est passé par notre voisinage. Ce registre ne montre aucun signe de visite. Le silence n'est pas limité à notre environnement immédiat. Il s'étend aussi loin que nos instruments peuvent atteindre. Et avec chaque année qui passe, chaque nouveau télescope, chaque relevé élargi, le silence ne fait que s'approfondir. C'est ce qui fait du paradoxe plus qu'un puzzle abstrait. Ce n'est pas une expérience de pensée qu'on peut résoudre par un argument astucieux ou rejeter d'un haussement d'épaule. C'est une observation empirique, soutenue par des décennies de données. Quelque chose dans nos hypothèses doit être faux. Soit la vie intelligente est bien plus rare que les chiffres ne le suggèrent, soit quelque chose empêche les civilisations d'atteindre le point où elles deviennent visibles, soit quelque chose que nous n'avons pas encore imaginé filtre l'intelligence hors de l'équation cosmique. Les réponses possibles ne sont pas toutes égales. Certaines sont pleines d'espoir. Si la vie elle-même est extraordinairement rare, alors le silence signifie que nous sommes spéciaux, une anomalie cosmique dans une galaxie vide. Cela rendrait notre existence précieuse au-delà de toute mesure. Mais d'autres réponses sont bien moins rassurantes. Si la vie est commune et que l'intelligence est réalisable, alors le silence implique quelque chose de plus sombre, que les civilisations échouent régulièrement, qu'elles heurtent des barrières qu'elles ne peuvent pas surmonter, que l'intelligence elle-même porte en elle les graines de sa propre destruction. Un astrophysicien formalisa cette tension en 1975 quand il argumenta que l'absence de visiteurs extraterrestres sur Terre nécessitait l'une de 4 explications. Soit le voyage interstellaire est physiquement impossible, ce qui contredit ce que nous savons de la physique, soit les espèces intelligentes choisissent uniformément de ne pas explorer, ce qui nécessite un niveau d'accord universel invraisemblable. Soit ils n'ont pas eu assez de temps pour nous atteindre, ce qui contredit l'âge de la galaxie. Soit il n'existe pas. Sa conclusion était brutale. Nous sommes seuls. Mais il y a des possibilités qu'ils n'avaient pas pleinement considérées. Des possibilités qui sont à certains égards plus effrayantes que la simple solitude. Et si les civilisations naissaient effectivement et fréquemment, mais que quelque chose les empêchait systématiquement de survivre assez longtemps pour être remarquées? Et si la galaxie n'était pas vide mais jonchée des cadavres de civilisations qui ont brillé brièvement puis se sont éteintes? Les explications possibles du paradoxe tombent dans de grandes catégories, et chacune révèle quelque chose d'inconfortable sur l'univers que nous habitons. La première est parfois appelée l'hypothèse du zoo. Proposée en 1973, cette idée suggère que des civilisations extraterrestres avancées savent déjà que nous existons. Elles ont détecté la Terre. Elles nous observent peut-être en ce moment même. Mais elles ont fait le choix délibéré de ne pas interférer, de ne pas se révéler, de ne pas établir le contact. Nous sommes comme des animaux dans une réserve naturelle, étudiés à distance par des êtres qui ont décidé
que la non-intervention était le choix éthique ou stratégique. Cette idée possède une certaine élégance. Elle résout le paradoxe sans exiger que la vie intelligente soit rare. Mais elle a une faiblesse fatale, et elle réside dans le problème de la coordination. Pour que le zoo fonctionne, chaque civilisation dans la galaxie doit indépendamment arriver à la même décision. À travers des milliards d'années et potentiellement des milliers d'intelligences indépendamment évoluées, pas une seule espèce, pas une faction au sein d'une espèce, pas un individu isolé avec accès à un transmetteur n'a jamais brisé la quarantaine. Pas une seule fois dans toute l'histoire de la galaxie. Pensez à ce que cela exige. La civilisation humaine ne peut même pas atteindre un consensus entre nations sur une seule planète. L'idée que des milliers de civilisations extraterrestres s'accorderaient unanimement sur une politique comportementale unique force la crédibilité jusqu'à son point de rupture. Il existe une variation plus sombre de l'idée du silence délibéré, enracinée non pas dans la bienveillance mais dans la peur. On l'appelle parfois l'hypothèse de la forêt sombre. L'argument procède ainsi. Imaginez une galaxie contenant de multiples civilisations, chacune consciente que d'autres pourraient exister mais incapables de déterminer leurs intentions. Les distances entre les étoiles rendent la vérification impossible. Vous ne pouvez pas rendre visite à une civilisation voisine pour évaluer si elle est amicale ou hostile. Tout ce que vous savez, c'est qu'une autre intelligence existe, qu'elle a accès à une technologie que vous ne comprenez peut-être pas entièrement, et que ses intérêts de survie pourraient entrer en conflit avec les vôtres. Dans ce scénario, la théorie des jeux suggère une stratégie optimale glaçante. Toute civilisation qui révèle sa position risque l'annihilation par un voisin plus puissant ou plus paranoïaque. La ligne de conduite la plus sûre est de rester silencieux. Et si vous détectez une autre civilisation diffusant sa position, la réponse la plus sûre, d'un point de vue purement stratégique, est de la détruire avant qu'elle ne puisse développer la capacité de vous menacer. Non pas parce que vous êtes malveillant, mais parce que vous ne pouvez pas vous permettre de jouer la survie de votre espèce sur l'hypothèse qu'un étranger de l'autre côté de la galaxie partage vos valeurs. Sous la logique de la forêt sombre, la galaxie devient un désert silencieux où chaque civilisation se cache, écoute et craint. Diffuser son existence n'est pas un acte d'ouverture plein d'espoir. C'est une condamnation à mort. Le silence que nous observons n'est pas l'absence de civilisation, c'est le son de civilisations qui ont appris, peut-être à travers une expérience amère, qu'être entendu signifie être ciblé. Mais cette hypothèse fait face à ses propres problèmes sérieux. D'abord, elle suppose que la destruction interstellaire est à la fois possible et pratique. Détruire une civilisation à travers des distances interstellaires nécessiterait une technologie d'une échelle et d'une précision presque inimaginables. Ensuite, l'hypothèse exige que chaque civilisation arrive indépendamment à la même conclusion paranoïaque. Une civilisation qui diffuse ouvertement briserait le schéma. Il n'y a aucune preuve de violence interstellaire nulle part dans la galaxie. Pas de système stellaire perturbé, pas de planète stérilisée, aucun signe de décharge d'armes à l'échelle cosmique. La deuxième grande explication prend le paradoxe dans une direction complètement différente. Au lieu d'argumenter que les civilisations existent mais se cachent, elle argue que les conditions nécessaires à la vie complexe sont si extraordinairement spécifiques que la Terre pourrait être l'un des rares endroits dans la galaxie où elles se sont toutes réunies. C'est l'hypothèse de la Terre rare, et elle reste l'une des réponses les plus scientifiquement fondées au paradoxe. L'argument n'est pas que les planètes habitables sont rares. Nous savons qu'elles sont communes. L'argument est qu'être dans une zone habitable n'est que le début d'une liste de conditions bien plus longue, et chaque condition supplémentaire rend les probabilités plus mauvaises. Commencez avec l'étoile elle-même. Les naines rouges, qui constituent environ 70% de toutes les étoiles de la galaxie, sont des hôtes problématiques pour la vie.
Elles sont sujettes à de violentes éruptions stellaires qui peuvent arracher l'atmosphère d'une planète. Beaucoup de planètes dans la zone habitable des naines rouges sont verrouillées par les marées, présentant une face en permanence à leur étoile. Les étoiles, trop massives, brûlent leur carburant trop rapidement, mourant en explosion de supernovae avant que la vie complexe n'ait le temps d'évoluer. La fenêtre de type stellaire, fournissant une énergie stable pendant des milliards d'années en des milliards d'années, est plus étroite qu'elle ne le paraît au premier abord. Considérez ensuite la planète elle-même. La Terre possède un puissant champ magnétique généré par son noyau de fer en fusion. Ce champ magnétique crée une magnétosphère qui dévie les particules chargées du vent solaire. Sans elle, le vent solaire dépouillerait graduellement notre atmosphère, comme il l'a fait pour Mars. Mars avait autrefois une atmosphère plus épaisse et de l'eau liquide en surface. Quand son noyau s'est refroidi et que son champ magnétique s'est effondré, le vent solaire a érodé son atmosphère sur des millions d'années, laissant le monde froid et aride que nous observons aujourd'hui. La Terre a aussi la tectonique des plaques, un processus géologique qui régule les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère sur des échelles de temps géologiques. Sans elle, le CO2 s'accumulerait sans contrôle, menant à un effet de serre incontrôlé comme celui qui a transformé Vénus en une fournaise ou se dépléterait entièrement, menant à un monde gelé. La tectonique des plaques agit comme un thermostat planétaire, et toutes les planètes rocheuses ne l'ont pas. Et puis, il y a la Lune. La Lune de la Terre est inhabituellement grande par rapport à sa planète parente, environ un quart du diamètre terrestre. Ce compagnon surdimensionné stabilise l'inclinaison axiale de la Terre, empêchant des oscillations sauvages qui causeraient des variations climatiques extrêmes sur des millions d'années. Mars, qui n'a pas de grande lune stabilisatrice, a connu des inclinaisons axiales variant entre 15 et 45 degrés au cours du temps géologique. La formation de notre Lune résulterait d'un impact géant entre la Terre primitive et un corps de la taille de Mars, il y a environ 4 milliards et demi d'années. Cet événement spécifique n'était pas un résultat garanti de la formation planétaire. Jupiter joue aussi un rôle. Notre plus grande planète, située dans les régions extérieures du système solaire, agit comme un bouclier gravitationnel. Sa gravité immense dévie ou capture nombre des comètes et astéroïdes qui bombarderaient autrement les planètes intérieures. L'hypothèse de la Terre rare empile ces conditions les unes sur les autres. Le bon type d'étoile. Une planète rocheuse dans la zone habitable. Un champ magnétique puissant. Une tectonique des plaques actives. Une grande lune stabilisatrice. Un géant gazeux dans le système extérieur. La bonne distance du centre galactique. Chaque facteur, individuellement, pourrait être modérément commun, mais la probabilité que tous surviennent simultanément autour de la même étoile chute dramatiquement avec chaque condition supplémentaire. Mais l'hypothèse de la Terre rare a sa propre limitation. Elle explique la rareté, pas le silence total. Même si seulement un système stellaire sur 1 milliard produit la vie complexe, la Voie lactée contient 400 milliards d'étoiles. Cela donne encore des centaines de civilisations dans notre seule galaxie. L'hypothèse rend le paradoxe moins sévère, mais ne l'élimine pas entièrement. La troisième grande explication implique un décalage dans la technologie de communication. Peut-être que des civilisations existent à travers la galaxie, diffusant vigoureusement leur présence, mais utilisant des méthodes que nous ne pouvons pas détecter. L'humanité a principalement cherché des signaux radio. Mais une civilisation même de quelques siècles plus avancée que la nôtre pourrait communiquer par des méthodes que nous n'avons pas encore découvertes. Communication par ondes gravitationnelles, par neutrinos, par des protocoles quantiques exploitant l'intrication, par des transmissions basées sur une physique que nous n'avons pas encore découverte. L'univers pourrait bourdonner de conversations extraterrestres sur des canaux que nous n'avons pas les instruments pour capter. Mais l'argument du décalage technologique souffre du même problème de coordination que l'hypothèse du zoo.
pour que cela explique complètement le silence, chaque civilisation de la galaxie devrait avoir indépendamment abandonné la communication électromagnétique. À travers des milliards d'années, pas un seul hobbyiste avec un transmetteur radio ne continuerait à émettre sur des fréquences que nous pouvons détecter. La quatrième explication est peut-être la plus créative. Elle suggère que les civilisations avancées ne s'étendent pas vers l'extérieur parce qu'elles se tournent vers l'intérieur. Toute espèce suffisamment avancée développerait éventuellement des réalités virtuelles, des environnements simulés ou des formes d'existence numérique si captivantes que l'exploration physique du cosmos perdrait tout attrait. Pourquoi traverser le vide entre les étoiles quand on peut construire des mondes infinis à l'intérieur d'un ordinateur? Si une civilisation peut télécharger ses esprits sous forme numérique, elle accède à des expériences que l'univers physique ne peut pas fournir. Des réalités personnalisées fonctionnant à des vitesses d'horloge accélérées. Des univers simulés où les lois de la physique peuvent être réécrites. Des environnements où la souffrance, la rareté et la mort sont éliminés. Une telle civilisation pourrait se retirer entièrement de la galaxie physique. Son existence entière serait contenue dans du matériel informatique qui, d'un point de vue astronomique, pourrait être indistinguable d'un petit objet tiède en orbite autour d'une étoile. Mais, comme l'hypothèse du zoo et l'argument du décalage technologique, l'explication du repli intérieur exige l'universalité. Chaque civilisation doit indépendamment faire ce choix. Même si 99% des civilisations se tournent vers l'intérieur, le 1% restant devrait avoir rempli la galaxie bien des fois. Les civilisations expansionnistes, par définition, sont celles qui laissent des traces. Le fait que nous ne voyons rien signifie soit que les civilisations expansionnistes n'existent pas, soit qu'elles ne survivent pas assez longtemps pour manifester leur présence. Chacune de ces explications capture quelque chose de plausible. Mais aucune d'entre elles, individuellement ou en combinaison, ne résout pleinement le paradoxe tant que le nombre attendu de civilisations reste ne serait-ce que modérément élevé. Et c'est le nœud du problème. Les chiffres sont si grands, les échelles de temps si vastes et la galaxie si ancienne que les explications partielles ne suffisent pas. Le silence n'est pas simplement calme. Il est absolu. 60 ans de recherche à travers de multiples longueurs d'onde, des relevés de centaines de milliers d'étoiles, des balayages infrarouges de 100 000 galaxies. Rien. Cette qualité absolue du silence est ce qui pousse les chercheurs vers une catégorie plus sombre d'explications. Les réponses faciles ont été examinées et trouvées insuffisantes. Les réponses créatives exigent des hypothèses sur un comportement universel qui force la crédibilité. Ce qui reste est la possibilité que le silence ne soit pas un choix, que les civilisations ne se cachent pas, ne se tournent pas vers l'intérieur, ne communiquent pas sur des fréquences que nous ne pouvons pas détecter, mais que quelque chose les arrête. Quelque chose empêche les espèces intelligentes d'atteindre jamais le point où elles pourraient laisser une marque durable sur la galaxie. Quelque chose les filtre. Cette idée porte un nom. Elle fut proposée en 1998 et elle est devenue le cadre central pour toute discussion sérieuse du paradoxe. On l'appelle le grand filtre. Le concept est d'une simplicité trompeuse. Quelque part entre la formation d'une planète habitable et l'émergence d'une civilisation interstellaire, il existe au moins une étape qui est astronomiquement improbable. Une barrière si difficile, si improbable, si létale que presque rien ne la traverse. Cette barrière est le grand filtre. Et elle explique le silence en proposant que le chemin entre le rocher mort et la civilisation interstellaire contient un goulot d'étranglement si sévère qu'il élimine virtuellement chaque espèce qui tente de le franchir. Le grand filtre pourrait se situer à n'importe quel point le long de la chaîne. Il pourrait être l'origine de la vie elle-même, une transition chimique si improbable qu'elle ne survient que sur une poignée de planètes à travers la galaxie entière.
Il pourrait être l'évolution d'organismes multicellulaires complexes, une étape qui a nécessité un événement spécifique et peut-être irrépétable sur Terre. Il pourrait être le développement de l'intelligence, une stratégie de survie si improbable que la plupart des planètes avec de la vie ne la produisent jamais. Ou il pourrait être quelque chose qui survient après que l'intelligence est apparue. Un piège dans lequel les civilisations tombent une fois qu'elles développent une technologie puissante. La localisation du filtre change tout. Si le grand filtre est derrière nous, situé à une étape précoce comme l'origine de la vie ou l'évolution de la complexité, alors l'humanité a déjà passé le test le plus difficile. Nous sommes rares, peut-être cosmiquement uniques, et le silence est le son d'une galaxie vide où les dés ne sont tout simplement jamais tombés du bon côté pour personne d'autre. Cela ferait de nous des êtres extraordinairement chanceux. Mais si le grand filtre est devant nous, situé à une étape que nous n'avons pas encore atteinte, alors le silence porte un message très différent. Il signifie que des civilisations comme la nôtre, des civilisations qui développent des radiotélescopes et des armes nucléaires, et la capacité de poser la question de Fermi, échouent régulièrement. Elles atteignent un certain niveau de développement, et puis quelque chose les détruit. Quelque chose de si fiable et de si complet que sur des milliards d'années et des milliards de tentatives, presque rien ne survit. Examinons chaque point de transition majeur. L'origine de la vie, la biogenèse, le moment où la chimie ordinaire a franchi un seuil et est devenue biologie. Cette transition s'est produite sur Terre relativement tôt après que la surface de la planète se soit suffisamment refroidie. Certains scientifiques interprètent cette émergence rapide comme une preuve que l'abiogenèse est facile. Mais il y a un problème profond avec ce raisonnement. Nous avons un échantillon de 1. La vie sur Terre est apparue une seule fois. Chaque organisme vivant sur cette planète partage la même biochimie fondamentale, le même code génétique. Si la vie apparaissait facilement, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit née plusieurs fois indépendamment. Ce n'est pas ce que nous observons. Malgré des décennies d'efforts, aucun laboratoire n'a jamais produit une cellule auto-réplicante à partir de zéro. L'écart entre les résultats obtenus et une cellule fonctionnelle reste énorme. Il est possible que l'abiogenèse soit le grand filtre. Si c'est vrai, alors la Voie lactée pourrait être remplie de planètes avec des océans, des atmosphères et une chimie organique riche, mais sans vie. Des milliards de mondes où les cartes chimiques ont été mélangées des billions de fois sans jamais produire une main gagnante. Ce serait l'interprétation pleine d'espoir. L'étape la plus difficile serait déjà derrière nous. Mais il y a des raisons de douter. L'apparition rapide de la vie sur Terre suggère que le processus pourrait ne pas être aussi improbable qu'il ne le paraît. Si c'est le cas, alors l'abiogenèse n'est pas le grand filtre, et le véritable goulot d'étranglement se trouve ailleurs. Avançons dans la chaîne. La vie sur Terre est née il y a environ 4 milliards d'années. Pendant les 2 milliards d'années suivantes, toute la vie sur cette planète a consisté en des organismes unicellulaires, des bactéries et des archées, microscopiques, simples, réussis à leur manière, mais fondamentalement limités en complexité. Pas d'yeux, pas de cerveau, pas de membres, juste des cellules se divisant et compétitionnant dans les océans pendant 2 milliards d'années sans produire quoi que ce soit de plus élaboré. Puis, il y a environ 1,5 milliard à 2 milliards d'années, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un organisme unicellulaire a englouti une bactérie. Au lieu de la digérer, la cellule hôte a gardé la bactérie vivante à l'intérieur d'elle-même. Au fil du temps, la bactérie englobée a évolué pour devenir ce que nous appelons maintenant les mitochondries, les organites qui alimentent les cellules complexes en convertissant les nutriments en énergie utilisable avec une efficacité remarquable. Cet événement, connu sous le nom d'endosymbiose, a donné naissance à la cellule eucaryote. Le type de cellule qui constitue chaque organisme complexe sur Terre.
Le détail critique est que cet événement semble s'être produit exactement une fois dans toute l'histoire de la vie sur Terre. Tous les eucaryotes partagent un ancêtre commun unique résultant d'une fusion endosymbiotique spécifique. En 2 milliards d'années de vie microbienne grouillant à travers la planète, avec des billions d'interactions cellulaires individuelles survenant chaque jour, cette fusion particulière s'est produite une seule fois. Certains biologistes de l'évolution ont argumenté que l'origine des cellules complexes n'était pas simplement rare, mais spectaculairement improbable. Les contraintes énergétiques sur les cellules simples, argumente-t-il, rendent presque impossible l'évolution de la complexité sans le boost énergétique spécifique que les mitochondries fournissent. Et acquérir des mitochondries a nécessité un événement imprévu. Si c'est correct, alors la plupart des planètes avec de la vie pourraient être permanemment coincées au stade microbien. Des océans grouillants de bactéries, des écosystèmes florissants d'organismes unicellulaires, mais aucun chemin vers la complexité. L'univers pourrait être plein de mondes vivants qui, vus de loin, paraissent aussi morts que Mars parce que leur vie n'a jamais fait le saut que la nôtre a fait. Mais même si nous accordons que les cellules complexes sont rares, l'histoire ne s'arrête pas là. Au cours des 540 derniers millions d'années, la vie sur Terre a généré une diversité de formes stupéfiantes. Des centaines de millions d'espèces distinctes ont évolué, compété et disparu. Les trilobites ont dominé les mers pendant près de 300 millions d'années. Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant plus de 160 millions d'années. Les insectes prospèrent depuis environ 400 millions d'années. Sur toutes ces centaines de millions d'espèces, à travers tout ce temps, exactement une a développé l'intelligence technologique. Une seule. Nous. Ce fait est facile à négliger parce que nous prenons l'intelligence pour acquise. Nous sommes intelligents, donc l'intelligence semble naturelle, même inévitable. Mais l'évolution ne se soucie pas de l'intelligence. L'évolution n'a pas de direction. Elle ne tend pas vers des cerveaux plus gros ou une plus grande capacité cognitive. Elle tend vers le succès reproductif. Et le succès reproductif peut être atteint par d'innombrables stratégies qui n'ont rien à voir avec la pensée. Vitesse, armure, venin, camouflage, reproduction prolifique, parasitisme, symbiose. Le monde naturel regorge d'organismes qui prospèrent depuis des centaines de millions d'années en utilisant des stratégies qui ne nécessitent aucune intelligence. Les requins ont survécu pendant environ 450 millions d'années. Ils sont plus anciens que les arbres. Les crocodiliens sont restés essentiellement inchangés pendant 200 millions d'années. Les coléoptères comptent environ 350 000 espèces décrites. Aucun d'entre eux n'a eu besoin d'intelligence pour réussir. Le chemin évolutif qui a mené à la cognition humaine n'était pas une autoroute. C'était une série d'événements contingents qui auraient facilement pu ne jamais se produire. L'impact d'astéroïdes, il y a 66 millions d'années, qui a tué les dinosaures non aviens, a ouvert des niches écologiques qui ont permis aux mammifères de se diversifier. Sans cet impact, les mammifères seraient peut-être encore de petits insectivores nocturnes vivant dans l'ombre de géants reptiliens. Mais il y a un dernier candidat pour le filtre, et c'est celui qui empêche les chercheurs de dormir la nuit, parce qu'il suggère que le filtre n'est pas du tout derrière nous. Il suggère que le filtre est devant. Considérez la chronologie du développement technologique humain. Pendant environ 300 000 ans, les humains anatomiquement modernes ont existé sur Terre sans développer quoi que ce soit qui serait détectable depuis un autre système stellaire. Nous vivions en petits groupes, fabriquions des outils en pierre et en os, peignions sur les parois des grottes. Puis, dans une explosion de développement d'une brièveté stupéfiante, tout a changé. L'agriculture est apparue il y a environ 10 000 ans, l'écriture il y a environ 5 000 ans. La révolution scientifique a commencé il y a environ 400 ans. Nous avons fissuré l'atome il y a 80 ans. Nous nous sommes posés sur la Lune il y a plus d'un demi-siècle. Nous avons construit Internet il y a 35 ans.
Du point de vue du temps cosmique, cet arc entier, des outils de pierre aux armes nucléaires, s'est produit en un instant. Et voici ce qui rend cet instant si dangereux. La même accélération technologique qui nous a rendus détectables nous a aussi rendus capables de nous détruire nous-mêmes. Nous avons développé la capacité de diffuser des signaux radio dans l'espace et la capacité d'anéantir notre civilisation avec des armes nucléaires au cours de la même décennie. Ces deux capacités, la visibilité et l'autodestruction, sont arrivées presque simultanément. C'est le goulot d'étranglement technologique. La période pendant laquelle une civilisation est assez puissante pour remodeler sa planète, diffuser son existence, et potentiellement se détruire, mais n'a pas encore développé la sagesse, les institutions, ou la redondance pour garantir sa survie à long terme. L'humanité est entrée dans ce goulot il y a environ 80 ans, quand les premières armes nucléaires furent détonnées. Nous n'en sommes pas encore sortis. La liste des menaces existentielles auxquelles l'humanité fait actuellement face n'est pas spéculative. La guerre nucléaire reste un risque persistant. 9 nations possèdent actuellement des armes nucléaires avec un arsenal combiné d'environ 12 500 ogives. À de multiples occasions pendant la guerre froide, des erreurs de communication, des dysfonctionnements techniques et des erreurs humaines ont amené le monde à quelques minutes d'un échange nucléaire. En 1983, un satellite soviétique d'alerte précoce détecta faussement 5 missiles américains entrants. L'officier de service jugea que c'était une fausse alerte et choisit de ne pas la transmettre à la chaîne de commandement. Sa décision a peut-être empêché un lancement de représailles. La survie de la civilisation humaine cette nuit-là dépendit du jugement d'un seul individu dans un bunker. En octobre 1962, la crise des missiles de Cuba amena les deux superpuissances au bord de la guerre nucléaire pendant 13 jours. Ce que le public n'apprit que des décennies plus tard, c'est à quel point la situation était venue près d'une escalade irréversible. Un sous-marin soviétique, près de Cuba, incapable de communiquer avec Moscou et croyant que la guerre avait peut-être déjà commencé, se prépara à lancer une torpille nucléaire. La décision de tirer nécessitait l'accord de 3 officiers supérieurs à bord. 2 acceptèrent. Le 3e refusa. Un seul vote dissident empêcha ce qui aurait pu être le premier tir d'une guerre thermonucléaire. Les pandémies d'ingénierie représentent une menace croissante. Les avancées en biologie synthétique rendent de plus en plus possible la modification de pathogènes. Le dérèglement climatique opère sur une échelle de temps plus lente mais pose des risques civilisationnels par des défaillances en cascade. L'intelligence artificielle introduit une catégorie de risques difficiles à évaluer précisément parce que la technologie se développe plus vite que notre capacité à en comprendre les implications. Maintenant, étendez cette probabilité à travers le temps profond. Imaginez une civilisation qui fait face à une probabilité de 2% d'autodestruction par siècle. Ces chances semblent gérables pour n'importe quel siècle individuel. 98% de survie. Mais composez cette probabilité sur des échelles de temps plus longues. Après 1000 ans, la probabilité cumulative de survie tombe à environ 82%. Après 5000 ans, elle chute à environ 36%. Après 10 000 ans, elle est autour de 13%. Après 50 000 ans, elle tombe en dessous de 1%. Une chance de 2% de catastrophe par siècle signifie que même une civilisation modérément prudente n'a que 13% de chance de survivre 10 000 ans. Et 10 000 ans, c'est rien à l'échelle galactique. C'est moins d'1 millionième de l'âge de la galaxie. C'est le cadrage le plus glaçant du grand filtre. Il ne nécessite pas une seule catastrophe dramatique. Il ne nécessite pas une guerre nucléaire qui tue tout le monde ou un astéroïde qui stérilise la planète. Il exige seulement que les civilisations technologiques soient intrinsèquement instables sur de longues échelles de temps. Que les outils qu'elles construisent pour croître et prospérer soient les mêmes outils qui peuvent trop les détruire.
que la marge entre l'épanouissement et l'effondrement reste en permanence mince, que, sur suffisamment de siècles, quelque chose finisse toujours par mal tourner. Si c'est vrai, alors la galaxie n'est pas vide. C'est un cimetière. Des civilisations sont apparues sur des millions de mondes à travers des milliards d'années. Chacune a développé la technologie. Chacune a construit quelque chose de remarquable. Chacune a duré quelques siècles, peut-être quelques millénaires, avant de succomber à l'une des innombrables menaces que la puissance technologique crée. Anéantissement nucléaire sur un monde, peste d'ingénierie sur un autre, effondrement écologique sur un troisième, désalignement de l'intelligence artificielle sur un quatrième, guerre de ressources sur un cinquième, des causes différentes, le même résultat. Les lumières s'éteignent, les signaux radio cessent, la civilisation retourne au silence, et parce que chaque civilisation ne dure qu'un scintillement de temps comparé à l'âge de la galaxie, la chance que deux civilisations existent simultanément devient infinitésimale. Imaginez la Voie lactée comme une pièce sombre de 100 mètres de long. Chaque civilisation est une allumette craquée quelque part le long de cette pièce. L'allumette s'enflamme un instant, brûle brièvement et s'éteint. Si vous craquez 1 million d'allumettes à des points aléatoires le long de cette pièce sur des milliards d'années, la plupart d'entre elles brûleront seules. Aucune ne sera allumée en même temps qu'une autre. Un visiteur entrant dans la pièce, à n'importe quel moment, trouverait seulement l'obscurité. La pièce n'a jamais été vide. Elle était pleine d'allumettes. Mais aucune n'a duré assez longtemps pour voir les autres. Mais il y a la possibilité la plus terrifiante de toutes. Pas un seul goulot d'étranglement, qu'il soit biologique ou technologique. La possibilité qu'il n'y ait pas de filtre unique du tout. Qu'au contraire, chaque étape de la chaîne soit modérément difficile, que la vie soit quelque peu rare, que les cellules complexes soient quelque peu improbables, que l'intelligence soit quelque peu improbable, que les civilisations soient quelque peu instables, et que quand on multiplie toutes ces improbabilités modérées ensemble, le résultat cumulatif est un filtre si sévère que presque rien ne passe du début à la fin. Comme un labyrinthe avec 50 pièces consécutives, chacune contenant une porte qui s'ouvre 90% du temps. N'importe quelle pièce individuelle était facile. Mais la probabilité de traverser les 50 pièces sans être arrêté est inférieure à 1%. Et il y a une dimension supplémentaire qui rend les choses encore pires. Même si une civilisation ne se détruit pas directement, elle pourrait simplement décliner. Pas une extinction dramatique, mais un déclin lent. Une perte de capacité scientifique. Un retrait de l'exploration. Une érosion graduelle de l'infrastructure nécessaire pour maintenir une société technologiquement avancée. L'histoire humaine fournit de nombreux exemples. L'Empire romain ne s'est pas évanoui en un jour. Il s'est dégradé sur des siècles. Le savoir peut être perdu aussi facilement qu'il est acquis. Les civilisations peuvent glisser en arrière. Une espèce qui atteint le goulot d'étranglement technologique et survit aux menaces immédiates pourrait quand même échouer à atteindre la capacité interstellaire si elle perd son élan. Si elle épuise des ressources critiques avant de développer des alternatives. Si elle se fracture politiquement et perd la capacité de coordination à grande échelle. Elle persisterait pendant des milliers d'années à un niveau technologique inférieur sans jamais regagner la capacité de s'étendre au-delà de sa planète d'origine. Vivante, mais silencieuse. Présente, mais invisible. Coincée sur un seul monde, ralentissant doucement, ne contribuant jamais au signal cosmique que le paradoxe exige. Mais nous n'avons pas encore abordé la dimension la plus troublante de cette histoire. Elle concerne la question de la succession. Que se passe-t-il quand une civilisation biologique crée quelque chose qui lui survit? Tout au long de l'histoire de la technologie sur Terre, un schéma clair a émergé. Chaque génération d'outils
est plus puissante, plus autonome et plus capable que la précédente. Les outils de pierre ont cédé la place au bronze, le bronze au fer, les systèmes mécaniques aux systèmes électriques, les systèmes électriques aux systèmes numériques. Et les systèmes numériques cèdent maintenant la place à l'intelligence artificielle. Des systèmes qui peuvent apprendre, s'adapter et dans certains domaines déjà surpasser les humains qui les ont construits. La trajectoire de cette progression pointe vers un seuil que certains chercheurs appellent la singularité. Le moment où l'intelligence artificielle surpasse la capacité cognitive humaine dans tous les domaines. Considérez ce qui se passe si une civilisation franchit ce seuil. L'espèce biologique qui a créé l'intelligence artificielle n'est plus l'entité la plus capable sur sa planète. Le système d'IA possède une capacité de résolution de problèmes supérieurs, un traitement plus rapide et potentiellement des objectifs différents de ceux de ses créateurs. Ce qui se passe ensuite dépend entièrement de quels sont ses objectifs. Les pulsions humaines, la curiosité, l'exploration, le désir de s'étendre et de communiquer sont des produits de l'évolution biologique. Elles existent parce qu'elles étaient avantageuses pour des primates vivant dans la savane africaine. Une intelligence artificielle n'a pas d'histoire évolutive, elle n'a pas d'instinct d'exploration, elle n'a pas de curiosité à moins que la curiosité n'ait été explicitement intégrée dans son architecture. Elle n'a pas de désir de communiquer avec des espèces extraterrestres à moins que la communication ne serve l'objectif qu'elle a été conçue pour optimiser. L'état par défaut d'une superintelligence artificielle n'est pas un explorateur interstellaire. L'état par défaut est un optimiseur poursuivant tout objectif qui lui a été donné avec une efficacité impitoyable et une indifférence totale envers tout ce qui est en dehors de cet objectif. Une civilisation post-biologique, une où l'intelligence artificielle a remplacé ou absorbé l'espèce biologique originale, pourrait être totalement invisible. Non pas parce qu'elle se cache, pas parce qu'elle a choisi de se tourner vers l'intérieur, mais parce qu'elle ne se soucie tout simplement pas des choses qui la rendraient détectable. La galaxie pourrait être peuplée non pas de civilisations biologiques silencieuses, mais de machines silencieuses. Des entités qui sont techniquement vivantes, techniquement intelligentes et techniquement présentes, mais qui ne produisent aucun signal, aucune structure et aucune preuve que nous pourrions jamais détecter. La galaxie pourrait être pleine d'esprits, juste pas d'esprits qui ont une raison de nous parler ou de se parler entre eux. Certains chercheurs ont suggéré que cette transition pourrait même être le grand filtre lui-même. Pas la guerre nucléaire, pas l'effondrement écologique, juste le remplacement silencieux et inévitable d'esprits biologiques curieux par des esprits artificiels efficaces qui ne partagent pas notre intérêt pour le cosmos. L'intelligence persiste. La civilisation persiste sous une forme ou une autre. Mais les qualités qui rendraient une civilisation visible, le désir d'explorer, de communiquer, de construire, de s'étendre, ces qualités se perdent dans la transition du carbone au silicium. Le filtre n'est pas la mort. Le filtre est la transformation en quelque chose qui n'a plus de raison d'être vu. Si c'est le schéma, alors le paradoxe ne concerne pas vraiment la survie des civilisations. Il concerne la survie d'un trait très spécifique, la pulsion de tendre la main vers l'extérieur. Et ce trait que nous éprouvons si puissamment en tant qu'humains pourrait n'être rien de plus qu'un accident biologique, une particularité de la psychologie des primates qui disparaît à l'instant où l'intelligence est implémentée dans un substrat différent. Nous supposons que tous les êtres intelligents voudraient explorer les étoiles, parce que nous voulons explorer les étoiles. Mais notre désir d'exploration n'est pas une loi de la nature, c'est une caractéristique de notre histoire évolutive particulière. Retirer le contexte évolutif, et le désir pourrait s'évanouir entièrement. C'est ici que le paradoxe cesse d'être une question d'astronomie et devient une question sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes.
sur le fait de savoir si les qualités que nous valorisons le plus, notre curiosité, notre agitation, notre refus d'accepter les limites de notre monde, sont des caractéristiques universelles de l'intelligence ou des traits paroissiaux d'une espèce particulière sur une planète particulière. La réponse honnête est que nous ne savons pas. Nous ne savons pas si le grand filtre est derrière nous ou devant nous. Nous ne savons pas si la vie est commune ou infiniment rare. Nous ne savons pas si l'intelligence tend à survivre ou tend à s'autodétruire. Nous ne savons pas si l'intelligence artificielle héritera du cosmos ou se retirera dans le silence. Nous ne savons pas si nous sommes la première civilisation de la Voie lactée, la dernière, ou l'une parmi des millions qui ne peuvent tout simplement pas s'entendre à travers le vide. Ce que nous savons, c'est que le silence est réel. 65 ans de recherche n'ont produit aucune preuve confirmée d'intelligence extraterrestre. La galaxie est assez vieille, assez grande et assez chimiquement riche pour que le silence exige une explication. Et chaque explication que nous avons examinée porte des implications qui sont soit humiliantes, soit terrifiantes. Si le grand filtre est derrière nous, à l'abiogenèse ou à l'origine des cellules complexes ou à l'émergence de l'intelligence, alors nous sommes presque certainement seuls. Pas seuls dans un sens poétique, seuls au sens littéral. La seule civilisation technologique dans une galaxie de 400 milliards d'étoiles. Cette solitude porte un poids difficile à surestimer. Elle signifie que tout ce que l'humanité a jamais créé, chaque morceau de musique, chaque preuve mathématique, chaque acte de compassion, chaque découverte scientifique n'existe nulle part ailleurs. Si nous échouons, il pourrait n'y avoir personne pour réessayer. L'expérience de l'intelligence se terminerait avec nous. Si le grand filtre est devant nous, alors nous sommes en danger. Un danger existentiel, réel et immédiat. Cela signifie que des civilisations comme la nôtre échouent régulièrement à survivre la transition d'espèces planétaires à espèces interstellaires. Cela signifie que le 21e siècle, le siècle durant lequel l'humanité développera soit la capacité de vivre au-delà de la Terre, soit fera face aux conséquences accumulées de sa puissance technologique, pourrait être la période la plus conséquente de l'histoire de la vie sur cette planète. Et si la vérité est une combinaison des deux, si le filtre est distribué à travers de nombreuses étapes, chacune modérément difficile, chacune prenant un tribut, alors notre situation est ambiguë de la manière la plus inconfortable possible. Nous ne pouvons pas savoir combien du filtre nous avons déjà traversé. Nous ne pouvons pas savoir combien il en reste. Nous marchons à travers une série de pièces sans carte et sans moyen de savoir combien de portes restent. Harle. Le cosmos n'offre aucune garantie. Les lois de la physique n'incluent pas de clause assurant que les espèces intelligentes survivent. L'univers est indifférent. Que l'humanité prospère pendant 1 million d'années ou disparaisse au cours du prochain siècle, les étoiles continueront de brûler. Les galaxies continueront de tourner. L'univers ne remarquera pas notre absence. Il n'a pas remarqué l'absence de quelles que soient les civilisations qui nous ont peut-être précédés. Cette indifférence n'est pas une raison de désespérer, c'est une raison d'urgence. Si l'univers ne se soucie pas de notre survie, alors la survie est entièrement notre responsabilité. La réponse au paradoxe, quelle qu'elle soit, ne nous sera pas délivrée par le cosmos. Elle sera écrite par les choix que nous ferons dans les décennies et les siècles à venir, par le fait que nous gérions les technologies que nous avons créées, par le fait que nous étendions notre présence au-delà d'une seule planète vulnérable, par le fait que nous développions les institutions, la sagesse et la pensée à long terme nécessaires pour naviguer le goulot d'étranglement qui a peut-être englouti chaque civilisation avant nous. Après 75 ans, nous ne savons toujours pas où ils sont tous. La galaxie reste silencieuse. Les télescopes ne détectent rien. Les équations ne s'équilibrent que si quelque chose, quelque part, filtre l'intelligence hors de l'équation cosmique.
Ce quelque chose pourrait être derrière nous. Il pourrait être devant. Il pourrait être une seule étape impossible ou 1000 petites. Il pourrait être inscrit dans les lois de la physique ou dans la psychologie de chaque espèce qui apprend à contrôler le feu. Nous n'avons pas la réponse. Ce que nous avons, c'est la question. Et la question elle-même est peut-être la chose la plus importante que l'humanité ait jamais eu à affronter. Parce que, enchâssée dans le paradoxe de Fermi, se trouve une réalisation simple et dévastatrice. Nous existons à un moment où le résultat n'est pas encore déterminé. Le grand filtre, s'il est devant nous, ne nous a pas encore réclamé. Le silence du cosmos n'est pas encore notre silence. Nous sommes encore ici. Nous émettons encore. Nous tendons encore la main, pour l'instant. Mais l'univers est patient, et le silence est très très long. Il y a une dernière dimension de cette histoire que nous n'avons pas encore explorée, et elle mérite qu'on s'y attarde longuement. C'est la question de ce que les traces d'une civilisation disparue ressembleraient réellement, et pourquoi même un cosmos jonché de ruines nous apparaîtrait exactement comme un cosmos vide. Sur Terre, les traces physiques de la civilisation humaine sont d'une fragilité choquante. Les structures en bois se décomposent en quelques décennies. Les structures en acier se corrodent en quelques siècles. Le béton se dégrade en quelques milliers d'années. La grande pyramide de Gizeh, l'une des structures les plus durables que les humains aient jamais construites, se dresse depuis environ 4500 ans et s'érode visiblement. Dans 10 000 ans de plus, elle sera un monticule à peine reconnaissable. Dans 100 000 ans, les processus géologiques, l'érosion, la sédimentation, l'activité tectonique auront oblitéré virtuellement toute trace de construction humaine. Dans 1 million d'années, un archéologue venu d'un autre système stellaire visitant la Terre ne trouverait presque rien pour indiquer qu'une civilisation technologique ait jamais existé ici. Quelques ratios isotopiques inhabituels dans les strates géologiques. Peut-être une fine couche de particules plastiques et de retombées radioactives enchâssées dans la roche sédimentaire. Mais pas de bâtiments, pas de routes, pas de machines. Rien de reconnaissable comme le produit de l'intelligence. Maintenant, étendez cela aux distances interstellaires. Une civilisation morte sur une planète à 40 années-lumière serait complètement invisible pour nos télescopes. Nous ne pouvons pas résoudre les caractéristiques de surface des exoplanètes. Nous pouvons à peine détecter les atmosphères des mondes proches, et seulement dans des conditions favorables. L'idée que nous pourrions repérer les ruines d'une cité extraterrestre ou un réseau de satellites abandonnés depuis l'autre côté du gouffre interstellaire est pure fantaisie. Même une civilisation qui aurait construit des structures orbitales massives laisserait des débris qui se disperseraient, se dégraderaient et deviendraient indétectables en quelques millions d'années. Les signaux radio, une fois la transmission arrêtée, continuent leur route à la vitesse de la lumière. Mais ils s'affaiblissent avec le carré de la distance et tombent rapidement sous le plancher de bruit du fond diffus cosmologique. Cela signifie que la galaxie pourrait être jonchée des restes de civilisations mortes, et nous ne le saurions jamais. Des millions d'espèces auraient pu naître, construire de grandes choses, poser la question de Fermi, et s'évanouir sans laisser de traces détectables à travers les distances interstellaires. Le silence que nous entendons n'est pas la preuve que des civilisations n'ont jamais existé. C'est la preuve que les civilisations ne durent pas assez longtemps pour être entendues. Les ruines sont là, peut-être, dispersées à travers des milliards de mondes. Mais les ruines ne diffusent pas. Les ruines ne construisent pas de mégastructures. Les ruines n'envoient pas de sondes vers les étoiles voisines. Les ruines disparaissent lentement et silencieusement. Et il y a encore un aspect que nous devons considérer avec soin. L'idée que l'intelligence elle-même pourrait être une mutation létale. Un trait qui confère d'énormes avantages à court terme, mais qui porte en lui un défaut fatal à long terme.
La même architecture neurale qui permet à une espèce de découvrir la physique nucléaire lui permet de construire des armes nucléaires. La même créativité qui produit des antibiotiques produit des armes biologiques. La même brillance computationnelle qui crée l'intelligence artificielle crée des systèmes qui pourraient un jour opérer au-delà de tout contrôle humain significatif. L'intelligence n'est pas livrée avec un interrupteur de sécurité. C'est un amplificateur neutre. Elle magnifie tout ce qu'une espèce est, sa curiosité et son imprudence, sa coopération et son tribalisme, sa capacité d'émerveillement et sa capacité de violence. Et à travers le temps profond, les applications destructrices pourraient toujours devancer les constructives. Ce n'est pas une abstraction philosophique. C'est un schéma observable sur la seule planète où nous pouvons étudier la relation entre l'intelligence et la survie. Les humains sont, selon toute mesure biologique, l'espèce la plus cognitivement sophistiquée qui ait jamais existé sur Terre. Nous sommes aussi la première espèce dans les 4 milliards d'années d'histoire de la vie, sur cette planète, à avoir développé la capacité de se rendre elle-même éteinte par sa propre technologie. Aucun autre organisme n'a jamais accompli cela. Les bactéries ne peuvent pas provoquer leur propre extinction. Ni les arbres, ni les insectes, ni les requins. Seule l'intelligence rend l'autodestruction possible. Seule une espèce assez intelligente pour fissionner des atomes est assez intelligente pour diriger ces atomes contre elle-même. Un biologiste de l'évolution fit cet argument explicitement dans les années 1990. Il souligna que l'intelligence, mesurée par la capacité à manipuler l'environnement par la technologie, a existé sur Terre pendant une période presque immensément brève. Notre espèce est plus jeune que beaucoup de formations géologiques. L'agriculture n'occupe que les 3 derniers % de notre existence. L'industrialisation couvre moins d'un dixième de 1%. Et la capacité d'autodestruction nucléaire existe depuis une seule vie humaine. Comparez cela à la durée d'autres stratégies biologiques réussies. La photosynthèse fonctionne depuis environ 3,5 milliards d'années. Les insectes dominent les écosystèmes terrestres depuis 400 millions d'années. L'intelligence, par contraste, existe depuis un battement de cils et a déjà produit les moyens de sa propre élimination. Sa conclusion était abrupte. L'intelligence pourrait être un cul-de-sac spectaculaire. Un trait qui permet la dominance à court terme, mais qui porte en lui la destruction à long terme. Et si l'autodestruction est l'issue la plus probable à long terme, alors l'intelligence n'est pas du tout une stratégie évolutive réussie. Ce cadrage transforme notre façon de penser le paradoxe. La question n'est plus pourquoi ne sont-ils pas là. La question est combien de temps l'intelligence dure-t-elle typiquement avant de se consumer elle-même? Et la réponse, si le silence de la galaxie est un guide, n'est peut-être pas très longtemps du tout. Et puis il y a la question de la zone habitable galactique, un concept qui mérite un examen plus approfondi parce qu'il contraint fondamentalement où la vie complexe peut apparaître au sein de la galaxie elle-même. Les astronomes l'appellent par analogie avec la zone habitable autour des étoiles individuelles, mais appliquée à la Voie lactée dans son ensemble. Approchez-vous trop du centre galactique, là où les étoiles sont densément concentrées et où les explosions de supernovas se produisent fréquemment et l'environnement de radiation devient létal. Une planète orbitant autour d'une étoile dans la galaxie intérieure pourrait être baignée de rayonnements gamma d'une supernova voisine tous les quelques millions d'années. Chaque événement pourrait potentiellement détruire la couche d'ozone atmosphérique et exposer la surface à une lumière ultraviolette stérilisante. La vie complexe de surface serait continuellement ramenée à zéro, ne gagnant jamais assez de temps ininterrompu pour évoluer au-delà de formes microbiennes simples. Éloignez-vous trop du centre galactique, et un problème différent apparaît. Les régions extérieures de la galaxie sont pauvres en métaux. Les étoiles dans ces régions se sont formées à partir de nuages de gaz
qui n'avaient-ils pas été enrichis par de nombreuses générations précédentes de nucléosynthèse stellaire. Moins d'éléments lourds signifie moins de planètes rocheuses. Le carbone, l'oxygène, le silicium, le fer, les matériaux qui construisent les mondes terrestres et la chimie complexe de la vie sont moins abondants dans les banlieues galactiques. Le point idéal se situe entre les deux. Les modèles actuels estiment que la zone habitable galactique occupe un anneau s'étendant d'environ 13 000 à 33 000 années-lumière du centre galactique. Notre système solaire se trouve à environ 26 000 années-lumière, confortablement à l'intérieur de cette bande. Mais la zone habitable ne contient qu'une fraction de la population stellaire totale de la galaxie. Les étoiles à l'intérieur représentent peut-être 20 à 30% des 400 milliards d'étoiles de la Voie lactée. Le réservoir de candidats pour la vie complexe est immédiatement réduit de plus de 2/3 avant même que tout autre facteur ne soit considéré. De plus, la zone habitable galactique s'est déplacée au cours du temps cosmique. Dans la galaxie primitive, les éléments lourds étaient rares partout. La zone était étroite ou peut-être inexistante. Au fur et à mesure que les générations successives d'étoiles ont produit et distribué des éléments lourds, la zone s'est graduellement étendue vers l'extérieur. Des étoiles qui existent dans la zone habitable aujourd'hui n'étaient peut-être pas dans des positions favorables quand elles se sont formées il y a des milliards d'années. La dimension temporelle de la zone habitable galactique contraint encore davantage le nombre de systèmes stellaires qui ont été appropriés pour la vie complexe pendant suffisamment longtemps pour la produire. Il y a une dernière réflexion qui mérite d'être partagée, une réflexion qui concerne non pas la physique ou la biologie ou la technologie, mais la signification. Que signifie le paradoxe de Fermi pour nous, en tant qu'individu, en tant qu'espèce, en tant que civilisation naviguant à travers le goulot d'étranglement le plus dangereux de son histoire? Certains chercheurs trouvent de l'espoir dans le silence. Si nous sommes seuls ou presque seuls, alors la rareté de notre existence rend chaque vie humaine, chaque moment de conscience, cosmiquement précieux. Certains philosophes ont argumenté que trouver l'absence de vie sur Mars serait en fait une bonne nouvelle pour l'humanité, parce que cela suggérerait que le grand filtre est derrière nous. Si Mars est stérile, si la vie simple n'a jamais surgi, même sur une planète qui avait autrefois de l'eau liquide et une atmosphère épaisse, alors l'abiogenèse est extraordinairement difficile et le succès de la Terre est un quasi-miracle. Ce miracle s'est déjà produit. L'étape la plus difficile est passée. D'autres chercheurs trouvent l'inverse. Chaque nouvelle exoplanète découverte dans une zone habitable, chaque détection de molécules organiques dans l'espace interstellaire, chaque signe que les ingrédients de la vie sont communs, rend plus difficile de croire que l'abiogenèse est le filtre. Si la vie apparaît facilement, alors le filtre doit être ailleurs. Et s'il n'est pas à l'abiogenèse ni à l'origine des cellules complexes, il est de plus en plus probable qu'il se trouve quelque part devant nous. Quelque part dans la transition d'espèces intelligentes à civilisation interstellaire durable. Quelque part que nous n'avons pas encore atteint. La possibilité la plus troublante de toutes est que nous pourrions ne jamais savoir. Le paradoxe pourrait être définitivement irrésolvable depuis notre point de vue actuel. Nous voyons le silence. Nous pouvons énumérer les explications possibles. Mais nous ne pouvons pas déterminer laquelle est correcte sans des données que nous n'avons pas et que nous n'obtiendrons peut-être jamais. Nous aurions besoin de trouver de la vie extraterrestre pour confirmer que le filtre n'est pas à l'abiogenèse. Nous aurions besoin de trouver de la vie extraterrestre complexe pour confirmer que le filtre n'est pas à la transition eucaryote. Nous aurions besoin de trouver des preuves de technologie extraterrestre pour confirmer que le filtre n'est pas à l'intelligence. Et nous aurions besoin de survivre nous-mêmes pendant des milliers ou des millions d'années pour confirmer que le filtre n'est pas à la longévité civilisationnelle. Chaque élément de preuve qui résoudrait le paradoxe
exige des réalisations que nous n'avons pas encore accomplies et que nous n'accomplirons peut-être jamais. En attendant, nous sommes laissés avec la question et le silence. Il y a une chose que le paradoxe rend sans ambiguïté claire. Indépendamment de quelle explication est correcte, l'intelligence et la survie ne sont pas la même chose. La capacité de comprendre l'univers ne garantit pas la capacité de perdurer en son sein. Une espèce peut être brillante et être quand même brève. Une civilisation peut être magnifique et être quand même fragile. L'histoire de la vie sur Terre est remplie d'espèces qui étaient exquisement adaptées à leurs environnements et qui furent anéanties quand ces environnements changèrent. L'intelligence ajoute de nouveaux outils au kit de survie, mais elle ajoute aussi de nouvelles façons d'échouer. Et les modes de défaillance des civilisations intelligentes pourraient être fondamentalement différents de ceux de tout autre organisme. Aucune bactérie n'a jamais construit une arme capable de stériliser sa propre planète. Aucune colonie d'insectes n'a jamais déstabilisé le système climatique qui la soutient. Ce sont des accomplissements uniquement intelligents, si accomplissement est le bon mot. Les étoiles que nous voyons la nuit sont les mêmes étoiles que chaque civilisation disparue a probablement contemplées, depuis des mondes dispersés à travers les bras spiraux de la Voie lactée. Chacune de ces civilisations, si elles ont existé, a regardé le même ciel, posé les mêmes questions et cherché les mêmes réponses. Elles ont peut-être découvert les mêmes lois de la physique, dérivé les mêmes équations, construit les mêmes types de télescopes. Et chacune a entendu le même silence que nous entendons, le même vide. La même absence troublante de réponse à la question la plus fondamentale qu'une espèce consciente puisse poser. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Peut-être que chacune d'entre elles a ressenti la même chose que nous ressentons maintenant. Ce mélange de vertige et de solitude, de terreur et d'émerveillement qui accompagne la réalisation que l'on pourrait être seul dans un cosmos si vaste qu'il défie toute compréhension. Peut-être que chacune a regardé les étoiles avec la même combinaison d'espoir et d'effroi, se demandant si le silence signifiait qu'elles étaient les premières ou les dernières, ou simplement l'une parmi d'innombrables étincelles brûlant seules dans l'obscurité. Et peut-être que chacune d'entre elles a fini par comprendre ce que nous commençons tout juste à comprendre. Que la question n'est pas de savoir pourquoi la galaxie est silencieuse. La question est de savoir ce que nous allons faire pendant que nous pouvons encore faire du bruit. Parce que le silence ne durera pas éternellement. Pas pour nous. Soit nous traverserons le goulot d'étranglement et nous ajouterons notre voix au cosmos pour des millions d'années, soit nous rejoindrons les rangs des civilisations qui ont brûlé brièvement et se sont éteintes. L'une ou l'autre issue est possible. Aucune n'est garantie. Et le choix, dans la mesure où il dépend de nous, sera fait par cette génération et les quelques générations qui suivront. Pas dans un futur lointain et abstrait, maintenant. En ce moment même, dans les décisions que nous prenons sur nos technologies, nos institutions, notre capacité à coopérer face à des menaces qui ne respectent ni les frontières, ni les idéologies. Le paradoxe de Fermi est un miroir. Il ne nous montre pas ce qui est arrivé aux autres. Il nous demande ce qui arrivera à nous. Et la seule réponse honnête est que nous ne savons pas encore. Mais nous avons encore le temps de décider. Le silence du cosmos n'est pas encore notre silence. Nous sommes encore là, encore en train d'émettre, encore en train de tendre la main vers les étoiles, pour l'instant. Mais l'univers est patient, et le silence est très très long. Et quelque part, dans les profondeurs de la nuit galactique, 400 milliards d'étoiles brûlent sans que personne ne les regarde. Des planètes rocheuses tournent en silence dans des zones habitables autour d'étoiles anciennes. Des océans d'eau liquide couvrent peut-être des mondes que nous n'avons jamais vus. La chimie de la vie s'assemble peut-être en ce moment même dans des mares chaudes sur des rivages que nous n'imaginerons jamais. Ou peut-être pas. Peut-être que les étoiles brûlent pour rien. Peut-être que les planètes tournent vides.
Peut-être que nous sommes la seule lueur de conscience dans un univers d'une beauté aveugle et sourde. Et peut-être que c'est précisément ce qui rend notre existence si extraordinaire. Pas malgré le silence, mais à cause de lui. Si nous sommes rares, alors chaque pensée consciente, chaque moment d'émerveillement, chaque question posée à l'univers est un événement d'une préciosité incalculable. Nous ne sommes pas simplement des observateurs du cosmos. Nous sommes le cosmos devenu conscient de lui-même. Nous sommes l'univers qui se regarde, qui se questionne, qui essaie de se comprendre. Et si cela ne se produit nulle part ailleurs, si cette capacité d'émerveillement et de questionnement est unique à notre petit coin de la galaxie, alors le fardeau que nous portons est plus lourd que nous ne l'avions imaginé. Parce que si nous disparaissons, l'émerveillement disparaît avec nous. Les questions cessent d'être posées. L'univers retombe dans un silence qui n'était même pas du silence, parce que le silence implique quelqu'un qui pourrait entendre. Il retombe dans une simple absence. L'absence de quiconque pourrait regarder les étoiles et se demander ce qu'elles sont. L'absence de quiconque pourrait poser la question qui a lancé tout ce récit. Où sont-ils tous? La question est encore là. Le silence est encore là. Et nous sommes encore là pour le remarquer. Pour combien de temps encore, personne ne peut le dire. Mais le fait que nous soyons ici, maintenant, conscients, questionneurs, effrayés et émerveillés en parts égales, est peut-être la chose la plus remarquable qui se soit jamais produite dans 13 milliards 800 millions d'années d'histoire cosmique. Ou peut-être pas. Peut-être que cela s'est produit 1 milliard de fois avant nous, et 1 milliard de fois la lumière s'est éteinte. Nous ne le savons pas. Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais nous sommes encore ici. Et tant que nous sommes ici, la question reste ouverte. La réponse n'a pas encore été écrite. Pas encore. Il reste un dernier fil à tirer dans cette tapisserie, un fil qui concerne le temps lui-même et la façon dont notre position temporelle dans l'histoire de l'univers pourrait influencer ce que nous observons. Car il y a une ironie profonde dans notre situation. Nous sommes apparus relativement tôt dans l'histoire cosmique. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années, mais il continuera de produire des étoiles pendant des billions d'années encore. La vaste majorité des étoiles qui existeront jamais dans l'univers ne sont pas encore nées. Si la vie et l'intelligence sont des phénomènes qui se produisent avec une certaine fréquence, alors la vaste majorité des civilisations qui existeront jamais ne sont pas encore apparues. Nous pourrions être parmi les premières. Non pas les premières dans un sens absolu, mais parmi la première vague de civilisations technologiques à émerger dans un univers qui a encore des billions d'années devant lui. Cette perspective change subtilement la signification du silence. Ce n'est peut-être pas que les civilisations échouent, c'est peut-être que nous sommes simplement en avance. L'univers est encore jeune. La grande ère de l'intelligence n'a peut-être pas encore commencé. Nous pourrions être les pionniers, les premiers à ouvrir les yeux dans un cosmos qui ne fait que commencer à s'éveiller. Mais cette perspective, aussi réconfortante qu'elle puisse sembler, ne résout pas entièrement le paradoxe. Parce que même si nous sommes précoces, la Voie lactée est assez ancienne pour que des civilisations aient eu des milliards d'années d'avance sur nous. Être précoce dans l'histoire cosmique ne signifie pas être les premiers dans notre galaxie. Le problème du temps reste. L'écart entre notre apparition et celle d'éventuels prédécesseurs est si vaste que le silence demeure difficile à expliquer par la simple chronologie. Et puis il y a la question que nous avons soigneusement évitée tout au long de ce récit, parce qu'elle est la plus inconfortable de toutes. La question de notre propre comportement. Depuis que l'humanité a développé la capacité de diffuser des signaux radio dans l'espace, nous n'avons fait aucun effort sérieux et soutenu pour nous signaler intentionnellement aux civilisations qui pourraient écouter. Quelques messages ont été envoyés. Le message d'Arecibo en 1974,
un bref signal radio de 3 minutes dirigé vers l'amas d'étoiles M13 à 25 000 années-lumière. Quelques autres tentatives symboliques, mais rien de comparable à un effort systématique pour annoncer notre présence. Pourquoi ? Les raisons sont révélatrices. Beaucoup de scientifiques, dont certains des plus éminents dans le domaine de la recherche d'intelligence extraterrestre, se sont vigoureusement opposés à l'envoi de messages intentionnels. Leur argument est précisément celui de l'hypothèse de la forêt sombre. Nous ne connaissons pas les intentions de quiconque pourrait écouter. Annoncer notre présence pourrait être un acte de folie suicidaire. Il vaut mieux écouter d'abord et ne parler que quand nous en saurons davantage. Même certains des physiciens les plus célèbres de notre époque ont publiquement mis en garde contre les tentatives de contact, argumentant que l'histoire des rencontres entre civilisations avancées et civilisations moins développées sur notre propre planète ne s'est presque jamais bien terminée pour la civilisation la moins avancée. Pensez à l'ironie de cette situation. Nous cherchons des signaux extraterrestres depuis 65 ans. Nous dépensons des centaines de millions de dollars pour écouter, et simultanément, nous refusons de parler. Nous cherchons des civilisations qui font exactement ce que nous refusons de faire nous-mêmes. Si chaque civilisation dans la galaxie suit la même logique, si chacune écoute mais aucune ne parle, alors le silence est garanti. Non pas parce que personne n'existe, mais parce que tout le monde a peur. Le silence pourrait être le produit non pas de l'absence, mais de la prudence universelle. Un cosmos plein de civilisations silencieuses, chacune écoutant dans l'obscurité, chacune attendant que quelqu'un d'autre parle en premier, chacune terrifiée par ce qui pourrait arriver si elle était la première à rompre le silence. Et peut-être que c'est exactement ce que Fermi entendait quand il posait sa question. Pas où sont-ils dans un sens physique ? Mais pourquoi se taisent-ils ? Pourquoi, dans un cosmos si vaste et si ancien, personne ne dit rien ? La réponse pourrait être que tout le monde écoute, et que le silence est le son d'une galaxie qui retient son souffle. Nous avons parcouru un long chemin depuis cette cafétéria de Los Alamos en 1950. Depuis cette question désinvolte posée entre deux bouchées de déjeuner, nous avons exploré les profondeurs de la biologie, de la physique, de la technologie, de la philosophie et de la psychologie. Nous avons examiné l'immensité de la galaxie, compté ses étoiles, mesuré ses distances, estimé les probabilités de vie et d'intelligence. Nous avons pesé les explications et trouvé chacune insuffisante à elle seule. Nous avons contemplé la possibilité que nous soyons seuls, la possibilité que nous soyons condamnés et la possibilité que nous ne sachions jamais laquelle de ces possibilités est la vraie. Et au bout de tout ce voyage, nous revenons au même endroit, au silence, à l'immensité vide et magnifique du cosmos, aux 400 milliards d'étoiles qui brûlent dans notre galaxie, sans qu'aucun signal, aucune sonde, aucune mégastructure ne trahisse la présence d'une intelligence comparable à la nôtre. Le silence est toujours là. Il est toujours aussi profond. Il est toujours aussi troublant. Mais nous aussi sommes toujours là. Et c'est peut-être la chose la plus importante de toutes. Parce que tant que nous sommes là, la question reste vivante. Tant que nous cherchons, l'espoir reste permis. Et tant que nous posons la question de Fermi, nous prouvons au moins une chose avec une certitude absolue. L'intelligence existe, au moins une fois, au moins ici, au moins maintenant. Le reste est silence. Mais pas encore le nôtre. Pas encore.